Quand la lettre d'acceptation de Colombie est arrivée, mes parents n'ont pas sabré le champagne. Ils m'ont dit que je devais reporter mon rêve de devenir l'aidant naturel à temps plein de ma sœur cadette. Chloé venait d'être diagnostiquée avec un lymphome de stade 2, ou du moins c'est ce que prétendait le dossier médical sur notre table de cuisine. Pendant une année entière, j'ai renoncé à mes économies de frais de scolarité, cuisiné ses repas et regardé mes parents. La doucher avec un dévouement inconditionnel pendant que je vidais mon avenir. Mais quand j'ai accidentellement trouvé son médicament de chimiothérapie caché dans une bouteille de vitamine C en vente libre, le masque a glissé. Quand je l'ai confrontée, elle ne s'est pas excusée. Elle sourit, haussa les épaules et dit « Malade bat intelligent dans cette maison, sœur. » Cette ligne froide et calculatrice a tout changé. Suivez mon histoire jusqu'à la fin et commentez la ville d'où vous regardez pour que je puisse voir jusqu'où mon histoire est arrivée. Je m'appelle Rachel et à 29 ans, je comprends enfin que certaines personnes ne veulent pas seulement vous voir échouer, elles veulent être la raison pour laquelle vous saignez. En grandissant, j'étais le moteur silencieux et invisible de notre famille. J'ai travaillé 2 emplois tout au long du lycée, étudié jusqu'à ce que mes yeux me brûlent et économisé chaque dollar pour l'université. Chloé, ma sœur cadette de 2 ans, était exactement le contraire. Elle était un maître de l'incompétence militarisée, des urgences dramatiques élevées et des demandes constantes d'attention. Si j'obtenais un score SAT parfait, Chloé développait soudainement une migraine mystérieuse qui nécessitait l'inquiétude immédiate de tout le monde. Mes parents s'occupaient toujours d'elle, se rassurant que j'étais la plus forte qui n'avait pas besoin d'aide. Le moment décisif de ma vie est arrivé un mardi après-midi lorsque la lourde enveloppe de l'Université de Colombie a atterri dans notre boîte aux lettres. Je l'avais fait. Admission complète, bourse partielle et un chemin clair hors de notre foyer chaotique. J'ai couru dans la cuisine, les larmes coulant sur mon visage, tendant la lettre à mes parents. Mais avant même que ma mère puisse lire la ligne du haut, la porte d'entrée a claqué. Chloé s'est effondrée sur le tapis de l'entrée, haletant d'air et se serrant le ventre. En 2 heures, ma célébration était complètement effacée. Ce soir-là, un épais dossier médical était posé sur la table de notre cuisine. Chloé aurait été diagnostiquée avec un lymphome de stade 2. Mes parents ne me regardaient pas avec fierté pour mon admission, mais avec des yeux lourds et exigeants. Mon rêve a dû attendre. Chloé avait besoin d'un soignant à temps plein. Le lendemain matin, le marteau est tombé. Mes parents m'ont assis à la table de la cuisine, leur visage fixé dans une gravité inflexible. « Rachel, » dit mon père, refusant de croiser mes yeux. « La famille passe avant tout. Colia sera toujours là l'année prochaine, mais Chloé a besoin de toi maintenant. » Ils ne m'ont pas seulement demandé de reporter mon admission, ils ont exigé que je remette tout mon compte d'épargne universitaire, plus de 15 000 que j'avais gagné grâce à des corps de travail exténuants pour couvrir ce qu'ils appelaient des thérapies holistiques expérimentales et non assurées. Si je refusais, j'étais froid, égoïste et sans cœur. Pendant 6 mois angoissants, ma vie a été réduite à une servitude totale. Pendant que mes anciens camarades de classe s'installaient dans des dortoirs et assistaient à des conférences, je me réveillais à 5 heures du matin pour préparer des jus biologiques spécialisés, stériliser toutes les surfaces de la maison et conduire Chloé à d'interminables consultations de rendez-vous hors de la ville. Mes parents la traitaient comme du verre fragile, chuchotant quand elle entrait dans la chambre et lui achetaient des articles de confort coûteux, des couvertures de créateurs, un éclairage spécialisé et un tout nouvel iPad pour la divertir pendant son rétablissement. Pendant ce temps, je courais sur 4 heures de sommeil, complètement vidée et traitée comme un employé ingrat. Chaque fois que je montrais ne serait-ce qu'un peu d'épuisement, Chloé s'enfonçait plus profondément dans le canapé, soupirait de façon dramatique et disait « Je suis désolée que mon cancer soit un tel inconvénient pour votre vie, Rachel. » Mes parents me regardaient instantanément, me rappelant à quel point j'avais de la chance d'être en bonne santé. Chloé a parfaitement joué la victime fragile, absorbant chaque goutte de sympathie tout en me transformant efficacement en servante non rémunérée dans ma propre maison. Mon avenir s'effondrait et elle se nourrissait de la tragédie. Le tournant est survenu un jeudi après-midi humide. Chloé était sortie, affirmant qu'elle faisait une courte promenade approuvée par un médecin pour se dégourdir les jambes. La maison enfin calme, je suis allée dans sa chambre pour déshabiller ses draps. Alors que je rassemblais les draps, mon genou heurta le bas de sa table de chevet, provoquant l'ouverture du tiroir du bas.
À l'intérieur se trouvait un épais classeur bleu foncé caché sous une couche de vieux magazines. La curiosité a pris le pas sur mon respect pour sa vie privée. Je l'ai ouvert et mon souffle s'est accroché dans ma gorge. À l'intérieur se trouvaient des modèles imprimés d'en-tête d'hôpital, des guides étape par étape téléchargés sur des forums Internet sur la façon de ressentir les symptômes du cancer et un calendrier soigneusement suivi de son mensonge. À côté du classeur se trouvaient plusieurs flacons de pilules d'ordonnance. J'en ai ramassé un, m'attendant à de lourds médicaments. Mais lorsque j'ai dévissé le capuchon et inspecté le contenu, il était rempli de comprimés à croquer de vitamine C de base achetés en magasin. Il n'y avait pas d'essai clinique, pas de traitement spécialisé, juste un théâtre calculé élaboré. 10 minutes plus tard, la porte d'entrée s'est ouverte. Chloé est entrée, riant au téléphone, tenant un grand café glacé et des sacs à provisions d'une boutique chère. Au moment où elle m'a vu debout dans le couloir tenant le classeur bleu, son visage est tombé, non pas de honte, mais d'irritation. Qu'est-ce que tu fais à fouiller dans mes affaires? Elle a craqué, arrachant le classeur de ma main. Tu n'es pas malade, Chloé, murmurai-je, la voix tremblante de rage. Tu as volé mon fonds de collège. Tu as pris une année de ma vie pour un mensonge. Chloé m'a regardé pendant un long et lourd moment. Puis son air renfrogné défensif se transforma lentement en un sourire froid et arrogant. Elle se pencha de près et haussa les épaules. « Et si je le faisais? » murmura-t-elle. « Maman et papa croient chaque mot que je dis. Vas-y et dis-leur, Rachel. Malade batte intelligent dans cette maison. Sœur. » Ces mots m'ont frappé comme un coup physique. Mais en une fraction de seconde, j'ai pris la décision la plus importante de ma vie. Si je courais crier à nos parents tout de suite, je perdrais. Ils ont subi un lavage de cerveau trop profond, trop investi dans leur rôle de gardien tragique et héroïque d'un enfant mourant. Chloé se contentait de pleurer, prétendait que j'avais une dépression jalouse à cause de mon admission différée à l'université et il la croyait. Alors, j'ai avalé ma rage, forcé une expression vide et suis sortie de sa chambre en silence. J'ai décidé de jouer le jeu long. Pendant les 3 semaines qui ont suivi, j'ai été la sœur servante parfaite. Je lui ai préparé des smoothies bio et pelucheux ses oreillers, tout en construisant méticuleusement un dossier à toute épreuve contre elle. Quand elle a quitté la maison pour ses faux rendez-vous, j'ai photographié chaque page de son classeur bleu. J'ai fouillé dans les poubelles pour trouver les reçus de ses vitamines achetées en magasin, montrant clairement qu'elles avaient été achetées à la pharmacie locale, pas dans un service d'oncologie spécialisé. Le billet d'or est arrivé un dimanche après-midi. Chloé était dans sa chambre en train de discuter avec sa meilleure amie sur le haut-parleur, ignorant complètement que mon téléphone était pressé contre la légère fissure de sa porte, enregistrant tout. J'ai capturé un son clair et net d'elle riant de la facilité avec laquelle il était facile de falsifier les en-têtes de l'hôpital et de la façon dont elle prévoyait de traire nos parents pour une nouvelle voiture d'ici Noël. Avec des preuves indéniables obtenues, je savais qu'il était temps de larguer la bombe. J'ai dit à mes parents que je voulais préparer un dîner familial spécial pour célébrer le dernier résultat d'analyse claire de Chloé. Ils étaient ravis de mon soudain changement d'attitude, croyant que j'avais enfin accepté mon rôle de soutien. Ils n'avaient absolument aucune idée qu'ils étaient assis à une exécution. L'énergie autour de la table du dîner était élevée, alors que mes parents trinquaient à la dernière fausse mise à jour sur la santé de Chloé. « À notre courageuse fille, dit mon père, en faisant tinter son verre contre celui de Chloé, elle offrit un sourire modeste et frêle, jouant à la perfection l'innocente survivante. En fait, dis-je en posant ma fourchette, j'ai apporté quelques documents pour fêter l'occasion comme il se doit. J'ai sorti un épais dossier manille de mon sac et l'ai glissé sur la table. Ma mère fronça les sourcils, l'ouvrant en premier. À l'intérieur se trouvaient des impressions, haute résolution des modèles falsifiés de l'hôpital, des reçus de pharmacie pour la vitamine C à croquer et une feuille de calcul détaillée faisant référence aux fausses visites chez le médecin de Chloé avec ses virées shopping en boutique. « C'est quoi ce non-sens, Rachel? » Mon père a exigé, son visage s'assombrissant. « Est-ce une mauvaise blague? Continue de tourner les pages, papa. » J'ai répondu calmement. Avant que Chloé ne puisse intervenir, j'ai posé mon téléphone sur la table et j'ai appuyé sur lecture. Sa voix emplissait la salle à manger d'une clarté cristalline. Il croit littéralement n'importe quoi.
Je leur dis que j'ai besoin d'une couverture à 300 $ pour ma neuropathie et papa sort sa carte de crédit. Je vais simuler une rechute d'ici novembre. Alors il m'achète dans cette nouvelle Honda. La pièce est morte, étouffante de silence. Le visage de Chloé est passé du blanc pâle au rouge vif. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son ne sortit. Les mains de ma mère ont commencé à trembler violemment. Des larmes coulaient sur ses joues alors qu'elle regardait depuis le téléphone sa plus jeune fille. Mon père s'affaissa lentement sur sa chaise, ressemblant à un homme qui avait vieilli de 20 ans en 20 secondes. Chloé a essayé une dernière fois, éclatant en sanglots dramatiques. Elle a édité ça. Rachel me déteste parce que je suis tombée malade. Garde ça, Chloé, j'ai dit debout. J'appelle Colia demain pour réactiver mon admission. J'ai fait mes valises et je pars ce soir. Je suis sortie par la porte d'entrée, laissant ma famille brisée ramasser les morceaux brisés du mensonge qu'ils chérissaient depuis un an. Les 3 années suivantes ont été un tourbillon de reconstruction de ma vie à partir de zéro. La Colombie m'a accueillie à bras ouverts et je me suis lancée dans mes études avec une vengeance féroce et silencieuse. Alors que mes pères se plaignaient de lourdes charges de travail, je me suis épanouie grâce à la discipline. J'ai obtenu mon diplôme en tête de ma promotion et j'ai immédiatement décroché un poste bien rémunéré dans un cabinet de conseil juridique de premier plan à New York. Pour la première fois de ma vie, mon travail acharné a donné de vraies récompenses et j'ai construit une existence stable et prospère entièrement selon mes propres conditions. De retour à la maison, cependant, l'effondrement était total. Sans sa façade de cancer pour la protéger, la vraie nature de Chloé était exposée à tout le monde. Ses amis l'ont abandonnée lorsque la vérité a éclaté et que ses tentatives de s'inscrire dans des collèges communautaires locaux ont lamentablement échoué en raison de son manque de discipline. Mes parents s'éteignent complètement brisés. La pression financière des économies épuisées, combinée à la honte écrasante de se rendre compte qu'ils avaient été complètement manipulés, a paralysé leur mariage. Mon père a pris des corps de travail supplémentaires juste pour couvrir les dettes que Chloé avait accumulées pendant que ma mère sombrait dans une profonde dépression silencieuse. Ils avaient échangé l'avenir de leur fille aînée contre un mensonge parasitaire. Et la réalité de ce choix a empoisonné chaque recoin de leur vie. 2 ans après l'obtention de mon diplôme, on a frappé à la porte de mon appartement du centre-ville. Je l'ouvris pour trouver Chloé debout là, pâle et usée, complètement dépouillée de son ancienne lueur arrogante. Des larmes coulaient dans ses yeux alors qu'elle regardait ma belle maison. « Rachel, s'il te plaît, » sanglota-t-elle en tendant les mains. « J'ai tout gâché. Maman et papa me parlent à peine. Je n'ai pas d'argent et je n'arrive pas à payer mon loyer. Pouvons-nous simplement oublier le passé? Pouvons-nous redevenir sœurs? » Je l'ai regardée, me souvenant de la fille froide et calculatrice qui m'avait regardée dans les yeux et m'avait dit que la maladie battait l'intelligence. Je ne ressentais plus de colère, seulement une clarté profonde et libératrice. Nous avons cessé d'être sœurs le jour où tu as volé mon avenir, ai-je dit calmement. J'espère que tu trouveras un moyen de réparer ta vie, Chloé, mais tu le feras sans moi. J'ai fermé la porte, la laissant sur le tapis du couloir à sa place. Maintenant, je suis curieux de savoir qui a écouté mon histoire. Que feriez-vous si votre propre frère ou sœur simulait une maladie en phase terminale pour saboter votre vie? Leur pardonnerais-tu jamais? Commentez ci-dessous avec la ville à partir de laquelle vous regardez. Aimez et abonnez-vous pour plus d'histoires comme celle-ci. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.